Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la danse à grands pas quand vous étiez tout petit. Vous avez ouvert vos bras musclés à des stars qui ont fait de vous un danseur étoile sur la scène du plus grand opéra du monde, un plateau de télévision. Bonjour Christophe Licata. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Eh ben nous aussi, parce qu'il y a l'occasion de se retrouver avec ce livre Révélation, oui. 13 saisons de Danse avec les stars, et en même temps d'évoquer votre parcours, oui. Parce qu'on vous voit danser, mais on ne sait pas toujours qui vous êtes. Exactement. Alors on va le faire à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, eh bien... Vous allez me faire pleurer ? Oh non, c'est le 31 janvier 1980. Écoutez. Ah, c'est Chantal. Le soulier qui vole. Ah oui. Et je crois que c'était votre disque préféré à tel point que votre mère vous donnait un marteau pour le casser. Elle n'en pouvait plus. Ouais, non, il y a un truc qui s'est passé avec Chantal Goya. Je pense que c'est le fait, ces spectacles, c'était quand même incroyables. Ils sont toujours incroyables. Ils sont toujours incroyables, mais petit, ça m'a fait rêver. Ça me fait encore rêver aujourd'hui. Moi, quand je vais voir Chantal Goya, même en spectacle encore aujourd'hui, je suis le petit garçon qui regardait la cassette quand il était chez sa mère. Il n'y a rien qu'à changer. Et ouais, je pense que c'est elle qui m'a donné le goût de la scène, le goût de l'envie de faire du spectacle. En tout cas, elle m'a fait rêver. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire rêver les gens à mon tour. Voilà. Vous l'avez découvert comment, le soulier qui vole ? Je pense que dans ma génération, tous les enfants connaissaient Chantal Goya. Oui. Et donc, du coup, ma mère avait cette cassette vidéo. Donc, du coup, pour, on va dire, pour nous occuper, quoi. Et pour moi, non, c'était une vraie révélation, Chantal Goya. Hein. Alors, il faut savoir c'était en boucle. L'idée du spectacle, c'est Jean-Jacques Debout, bien entendu. Oui. Il l'a eu dans un avion. Il a vu entre New York et Paris un enfant qui jouait avec un avion en papier. Et l'idée est née. Et dans l'avion, il a écrit le livret du soulier qui vole. C'est magnifique. Et ça marche encore aujourd'hui. Ils en sont à la 4e version. Ah ouais, mais oui, mais salles... je vais aller les voir. Hein. Oui, les salles sont pleines. Ça m'étonne pas. Alors, tout ça se passe à la Ciotat où vous êtes né, je crois. Oui, tout à fait. La Ciotat, c'est près de Marseille. Oui, c'est à côté de Cassis, ouais. Cassis, Marseille, la Ciotat, c'est collé. Et la baie de la Ciotat est rentrée en 2019, je ne sais pas si vous le savez, Christophe Licata, dans le club très fermé des plus belles baies du monde. Je sais. Il y en a 43. J'en suis fier. Ouais, c'est une baie particulière ? Ouais, parce que moi, j'ai grandi là-bas, donc pour moi, je pense que même tous les peintres pourraient être inspirés de cette baie-là. Elle est fabuleuse, quoi. Il y a de la roche, il y a de la verdure, il y a la mer et ses couleurs, ce soleil. Moi, je pourrais pas vivre ailleurs. Voilà. En même temps, votre première passion, c'était la natation. Oui. Vous êtes au courant, hein? Oui. Quand même. Oui, à la base, j'ai commencé la natation, la danse. C'était pas mon truc à la base. Je n'aspirais pas à être danseur professionnel. J'ai voulu faire plaisir à ma sœur. Oui. Je l'ai accompagnée dans une cour de danse et je suis tombé amoureux de la danse de salon. J'ai jamais arrêté, mais à la base, je faisais de la piscine. Voilà, et vraiment de la piscine pour faire un jour de la compétition. Ouais, j'aurais voulu être Florent Manodou. Ah oui, vous êtes Christophe Licata, c'est déjà pas si mal. Alors, c'est vrai que votre sœur Céline, je crois, faisait au départ du modern jazz. Tout à fait. Et ensuite, comment vous avez vu un spectacle, ça vous a donné envie ? Ouais, en fait, il y avait son spectacle de fin d'année. Alors moi, je m'en souviens pas, c'est ma mère qui me le raconte, mais apparemment, j'ai tapé à l'épaule de ma mère et je lui ai dit un jour, moi aussi, je serai sur les planches. Oui. Mais après, une année s'est passée, moi je faisais ma piscine et je vous dis, j'ai accompagné ma sœur dans la danse de salon comme ça pour lui faire plaisir. Et je me souviens comme c'était hier du premier jour où j'ai ouvert la porte et que j'ai vu toutes ces filles magnifiques et tous ces rythmes latinos en tout cas qui m'ont donné envie de faire ce sport-là. Et il y a un truc qui s'est passé chimique en moi, c'était ça, j'avais trouvé ma vocation tout de suite. La danse de salon, ça s'étudie dans un cours comme une autre danse ? Oui, puis surtout qu'à l'époque, c'était un cours collectif, c'est surtout pour les enfants. Après, quand on fait de la compétition, ça devient plus sérieux, donc on a des cours particuliers et ça demande de plus en plus d'entraînement. Au départ, c'était juste le mercredi après-midi et après, c'est rapidement devenu tous les jours. Ouais, et vous étiez le seul garçon au milieu des filles. Ouais, j'étais le seul garçon. C'est un privilège, beaucoup de gens auraient aimé. Oui, sur ça, mes cousins, tout de suite, ils me disaient quand ils venaient me voir en compétition, ah ça y est, je comprends pourquoi tu fais ce sport-là, il y a plein de belles nanas, j'ai exactement ça. Alors, le terme danse de salon, je ne sais pas si vous le savez, Christophe Licata, c'est le terme utilisé après 1950 pour différencier les danses existantes du rock'n'roll. Ok. Et c'est comme ça que c'est né qu'on a appelé ça les danses de salon. Ok. Alors, j'en apprends encore, hein. Alors, il se trouve que vous êtes dans une famille modeste au départ. Je crois que votre père et votre mère ont une vie très, très particulière, très simple, mais ils sont là pour vous. Ouais. En fait, modeste dans le sens que on roulait pas sur l'or. Mon père était maçon, ma mère a gardé des enfants, donc mais on n'a jamais manqué de rien. Ça, ils ont toujours fait
en sorte qu'on puisse vivre de nos passions, et ils nous ont toujours apporté tout ce qu'on avait envie d'avoir. Donc, j'aime pas trop dire que je viens d'une famille modeste, parce que quelque part, j'ai eu une enfance très très riche finalement. Oui, et ça c'est très beau ce que vous dites, modeste et riche. Ben oui. Alors, la danse de salon, justement, ça a commencé. Comment êtes-vous venu au concours? Parce que ça a commencé un jour avec un numéro 17, je crois. Ouais, c'est mon chiffre, le numéro 17. Ben, en fait, je me suis inscrit donc, du coup, avec ma sœur dans ce cours de danse de salon. Et rapidement, on a voulu faire de la compétition. Donc, on a pris des cours particuliers avec un professeur du Sud qui était réputé. Et de là, on a enchaîné. Du coup, il fallait beaucoup s'entraîner. Et notre première compétition, c'était à Montpellier. Puis rapidement, on s'est retrouvé au championnat de France. Et c'est le championnat de France où j'avais le numéro 17, et je m'en souviens, c'est encore mon chiffre porte-bonheur. Et voilà, les compétitions, ça a commencé très rapidement, finalement, dès la première année. J'ai eu à peu près 6 mois de formation, et je me suis retrouvé rapidement sur les pistes de compétition, où j'étais le plus jeune de tous, parce que j'étais dans la catégorie de ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi. Donc j'étais le plus petit, et je remportais tout. Ça et même un jour, face à des adultes, vous avez gagné. Ouais. Ouais, on devait se préparer pour le championnat du monde, et ouais, on avait gagné la compétition face à des adultes. Ouais, c'était quand même. Mais c'est quand même, vous étiez un surdoué sans le savoir. On était un petit peu les extraterrestres avec ma sœur de ce sport à l'époque, ouais. Et il y a un oncle aussi qui, je crois, était très important, parce qu'il faisait de la danse de salon, mais personne ne le savait autour de nous. C'est lui, à la base, c'était lui. Pépino, d'ailleurs, je l'embrasse. Ouais, il faisait de la danse de salon, il faisait des compétitions en cachette, il voulait pas qu'on le sache. Et un jour, mon oncle et ma tante vont voir une compétition qui avait lieu à Toulon, et ils le voient sur la piste, en fait, ils savaient plus où se mettre. Et finalement, tout a commencé à partir de là, puisque mon oncle et ma tante se sont mis à faire de la danse de salon, puis ça a rapatrié mes cousines, puis ça a rapatrié ma sœur, puis moi. Et puis voilà, donc merci Pépino. En même temps, il vous a présenté un professeur. Ouais, Monsieur Barbieri, qui prenait pas les enfants à l'époque, il n'ouvrait pas ses cours aux enfants, et donc du coup, il a dit à mon oncle, ok, je veux bien les voir, parce que mon oncle est le tanné, je veux bien les voir, mais si ça le fait pas, je dirais non, quoi. Et il nous a appris. Et vous sur un morceau particulier? La musique? Oui. Je me souviens pas la musique, mais je me souviens du cours de danse. Je me souviens, il était très impressionnant. On aurait dit Sylvester Stallone, franchement, il faisait peur. Et quand on a ouvert la porte, je me souviendrai toujours, en tout cas, de cette aura qu'il avait. Et il m'a toujours suivi, toute ma carte de compétition, ça est resté mon coach envers et contre tout. Il est bien tombé. Et côté musique, il y en a une qui vous a marqué. I want to be a part of it. New York, New York. Chanson d'un film. Un peu des frissons. Cette chanson, tout le monde la connaît, mais curieusement, on ne le sait pas. Mais ce film qui raconte l'histoire d'un nightclub dans les années 40 a été un échec financier, alors que la chanson est restée. Ah oui? Ah, ça n'a pas marché du tout, le film. Ah ben pétard. Voilà. Alors, cette chanson, ça vous rappelle, ça faisait partie des chansons sur lesquelles vous dansiez? Mon premier gala de danse. C'est mon premier gala de danse, et je me souviens, c'est le final. Je vous dis, j'ai les frissons rien que vous en parlez. C'est le final, et il y a toutes ces filles qui rentrent, donc tous les cours de jazz, toutes les catégories d'âge, et là, on doit rentrer sur scène, et il y a 2 garçons, moi et un autre garçon qui s'appelait Julien, d'ailleurs, je me souviens. Et quand on rentre, le public se met à hurler comme si on était les Rolling Stones. Et je pense que il y a un truc qui s'est passé en moi, quoi. Ce moment-là, je l'oublierai jamais. Et maintenant, je suis en quête de cette sensation-là toujours. Chaque fois que je suis sur scène et que j'entends le public crier, je redeviens le petit garçon que j'étais à ce gala de danse. Et ce qui est le plus étonnant, Christophe Licata, c'est qu'au départ, personne, à commencer par Marc Barbieri, ne croyait en vous. Et il vous a envoyé un jour à Montpellier à titre d'essai, sans imaginer que vous alliez gagner. Oui, il disait, ils vont se planter, mais ça va leur faire du bien, quoi. Oui. Ça va leur mettre une petite claque, mais finalement, c'est comme ça qu'on évolue. On a remporté la compétition. Et vous avez gagné une paire de lunettes, je crois. Ouais, c'était un pari avec mon oncle Jean-Luc. Je voulais des lunettes de vue pour me faire accepter à l'école. Alors, du coup, c'était le pari. Si je remportais la compétition, il m'achetait une paire de lunettes sur le marché, et il me l'a acheté. Alors, il y a eu 2 époques. Il y a eu l'époque où c'était votre sœur qui dirigeait. Ouais. Et puis un jour, à Besançon, il y a eu un problème, et c'est vous qui vous êtes mis à diriger. Exactement. En fait, on arrive à une compétition. Ma sœur, elle était perturbée. Et on arrive sur piste, et là, il y a tous les danseurs qui dansent autour de nous. Et d'habitude, c'est elle qui donnait le départ. Et là, elle sait pas. Je la vois, elle est complètement en blackout. Et là, je la secoue dans des bras, et je vois tout le monde qui danse autour de nous. Je colle le départ, et finalement, on part.
Et de ce jour-là, en fait, c'est toujours moi qui ai donné les départs, en fait. Voilà. Alors, à partir de là, c'est moi qui ai mené la danse. Oui, et à partir de là, ça a continué jusqu'au jour où votre sœur a décidé d'arrêter, Christophe Licata. Ouais, ça c'était un événement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la danse de salon, la danse sportive, après plus tard, quand on fait de la compétition, c'est comme ça que ça s'appelle, la danse sportive. Ça demande énormément de travail, de rigueur, d'entraînement. Et moi, c'était ma vocation. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais faire envers et contre tout. Ma sœur, elle aspirait à une autre carrière finalement. Et pour me laisser en tout cas m'envoler, pour me laisser continuer d'évoluer, elle a pris la décision d'arrêter. C'était très dur pour vous, non ? Oh là 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 là, c'était horrible. Je pleurais tous les soirs. Je ne me voyais pas danser avec quelqu'un d'autre qu'avec elle. C'était pas possible. Il y avait une complicité totale entre vous deux. Ouais. Moi, c'était ma sœur ou rien, quoi. Mais finalement, vous avez appris la danse de façon comme un autodidacte. Vous n'avez jamais pris de cours de danse quelque part à l'opéra, à part ces cours... Les danses de salon direct. J'ai jamais fait de classique, de jazz ou quoi. Avant, j'ai commencé la danse de salon. Et ça vient de votre oncle, ça vient d'où ? Ouais, ça vient de mon oncle à la base. Voilà. Et ben, l'histoire de famille, elle a continué autrement. Et on va l'évoquer à travers une date que vous n'avez pas oubliée, le 12 février 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Licata. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christophe Licata, 13 ans de danse avec les stars et un livre, Révélation chez Leduc, qu'on va évoquer dans quelques instants après avoir évoqué la suite de votre parcours et une date importante, le 12 février 2011. Ce générique a changé votre vie. Ah oui. Danse avec les stars. Ah ouais, il y a eu un avant, un après Danse avec les stars. Mais à la base, on savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Oui, parce que vous vous souvenez de ce premier soir, de ces premiers génériques ? Ah oui. Je me souviendrai toujours, en fait, surtout la première danse de groupe qu'on a fait, nous les pros, c'est un souvenir qui est gravé dans ma mémoire. Même la première fois que j'allais du coup à Paris, que je me suis retrouvé devant cette tour TF1, j'avais l'impression d'être à Hollywood. Vraiment. Mais on pensait que ça allait durer qu'1 an. Si maintenant, ça fait 14 ans qu'on est là. C'est fou, hein, parce que personne, il n'y a jamais eu ce genre de choses en France. C'était un pari. Alors, le pari aussi, ça a été le fait que vous arriviez à danser. Parce que vous avez fait des études, je crois, à un brevet technique. Ouais. Et puis votre père a dit, tu veux arrêter le brevet, tu vas faire de la danse, mais tu te démerdes. Exactement. Ça, c'était une condition. En fait, voilà, je voulais arrêter et mon père est resté très calme. Il m'a donné 1 an pour en tout cas vivre de ma passion. Et si je n'y arrivais pas, il fallait que je retourne à l'école. Et je trouve que c'est un super exemple que je me resservirai un jour si mon fils me fait la même chose. Parce que grâce à lui, j'ai appris la valeur de l'argent, la valeur du travail, de la sueur. On n'a rien sans rien, quoi. Et merci papa, merci maman. Hein. Parce qu'il y avait les cours de danse, mais il y avait à côté le travail chez McDonald's, chez Decathlon, Picard. Il a fallu que je me relève les manches. J'ai fait de la maçonnerie au départ avec lui. J'ai fait McDo, Picard, j'ai fait télévendeur, j'ai fait magasinier avec un Clark. Tous les petits boulots que je pouvais trouver, je les prenais et j'allais m'entraîner 5-6 heures par jour. Je sais pas encore aujourd'hui comment j'ai fait pour y arriver parce que c'était dur. Oui, mais 5-6 heures par jour en visionnant quelquefois des cassettes pendant des semaines et des semaines. Ouais. Ben moi, c'est comme ça aussi que je travaille encore, même aujourd'hui. Hein. C'est l'analyse. J'analyse tout. En regardant chaque pas de danse et en essayant de le reproduire ou de le faire évoluer. Exactement. Alors, tout a commencé, je crois, lorsque vous avez été repéré au Palais des Congrès de Paris par les producteurs de Danse avec les stars, Christophe Licata. C'est ça. Je dansais dans un spectacle qui s'appelait Show Dance. Et on faisait ce spectacle-là et on avait ouï dire qu'ils recherchaient des danseurs, donc on savait qu'il y avait de la production, en tout cas qui avait été fait, on ne savait pas trop pourquoi. Et c'est aujourd'hui, en discutant avec les producteurs, que je sais que quand ils m'ont vu sur scène, ils se sont dit qu'ils me voulaient à ce moment-là. Quoi. C'est fou, hein, ils vous ont remarqué. Ouais. Ils faisaient tous les castings possibles et imaginables. Et cette scène du Palais des Congrès, il faut savoir que c'est le dernier spectacle de Maurice Béjart qui a été créé, qui s'appelait La Mort Subite. Ah ouais, Béjart a fait ses adieux sur la scène où vous avez débuté. Incroyable. Alors, il y a eu des auditions, bien sûr, parce qu'il y avait des centaines de candidats. Oui. Alors du coup, même au départ, je voulais pas trop le faire. Moi, ce casting Danse avec les stars, j'étais focus sur la compétition. Donc, je voyais que ça. J'étais un peu comme dans un corridor. Et après, quand j'ai fait les étapes à Marseille, on est monté à Paris pour faire les étapes qui suivaient. Et là, je vois qu'il y a tous mes concurrents qui participent à ce casting. Et là, je me dis, peut-être ça vaut le coup, en fait, de le faire. Et à ce moment-là, j'ai pris les choses sérieux et il fallait que je sois dans l'aventure. Et le casting, c'était comment ? C'était une danse ? C'était quoi ? Plusieurs. Il y avait plusieurs danses latines, danses standards. Il y avait de la présentation, parler devant une caméra, des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Et ça s'est tellement bien passé que vous avez été sélectionné parmi les 8 danseurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ?
Ben, une grande joie, mais finalement, je vous dis, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, quoi. C'était un peu je partais à l'aventure, quoi. Voilà. Et l'aventure, elle a commencé à la Plaine Saint-Denis quand vous êtes arrivé. Ouais. Et la Plaine Saint-Denis, il faut savoir que au départ, c'était une installation de la Compagnie des chemins de fer en 1874 pour entretenir les locomotives à vapeur. C'est vrai? D'ailleurs, il y a encore quelques rails qui traînent parce qu'il y avait aussi des entrepôts tout autour. Incroyable. Alors donc, vous arrivez devant les producteurs qui disent quand même, mais t'es un peu jeune pour faire ça. Bah en fait, je devais danser avec Rossi de Palma, je ne savais pas à l'époque. Oui. Il me pose cette question-là. Tu n'es pas trop jeune? Tu ne penses pas être un peu jeune pour faire ce genre d'émission-là? Et moi, je sais, j'ai répondu avec mon accent marseillais, oui, peut-être que je suis jeune, mais j'ai 30 ans d'expérience dans la danse, donc dans la danse, je ne me sentais pas si jeune que ça et je me sentais les épaules pour relever le défi. Ouais, ils ont compris, ça les a fait sourire. Ah ouais, ça les a fait marrer, ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus jeune que vous. Le danseur le plus jeune de l'Opéra de Paris, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Paul Marc. Il a été élu danseur étoile à 23 ans, mais c'est assez particulier parce qu'on lui a remis son diplôme sur la scène de l'Opéra Garnier avec personne dans la salle car c'était la pandémie. Oh, et il y a juste une plateforme de streaming qui a reproduit l'événement. Ah, peu cher. C'est un gâchis, hein. Ouais, peu cher. Alors, il se trouve que vous n'êtes pas seul dans Danse avec les stars. Il y a Coralie, dans les danseuses de groupe. Coralie qui a été un coup de foudre réciproque. Ouais, c'est un peu magique, ça fait un peu bisounours de raconter cette histoire, mais c'est tellement vrai, en vrai. Je participe avec ma sœur, je dansais avec ma sœur encore à l'époque, à C'est mon choix, et je vois cette jeune fille avec un regard exceptionnel. Je tombe littéralement fou d'elle. Et je rentre chez moi et je dis à ma mère que je vais me marier avec elle. Et 4 ans après, ma sœur décide d'arrêter la danse. Je sais qu'elle cherche un partenaire, on se contacte, on se met à danser ensemble et rapidement, ben voilà, l'amour est né et je me suis effectivement marié avec elle. Et ben voilà, c'est une très belle histoire en effet. Vous avez fait le premier pas, comme on dit, ouais, et pas seulement chez les danseurs. Alors il se trouve qu'il y a aussi quelqu'un qui a compté à votre arrivée à Paris parce qu'elle vous a soutenu, Christophe Licata, c'est Faux-Voto. Ouais, c'est une sœur jumelle quelque part, Faux-Voto pour moi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé d'amical. Hein. Ouais, mais déjà avant Danse avec les stars. On est né la même année, on a juste 2 jours d'écart et avec cette fille, ça a toujours été très fusionnel. Finalement, je me reconnais beaucoup en elle. Puis quand je suis arrivé à Paris, moi, je venais de mon sud. Moi, je ne vais pas avoir la mer. J'avais pas vu grand-chose. Elle m'a pris par la main, elle m'a fait visiter Paris. Ouais, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est une sœur de cœur, quoi, vraiment. Vous avez été, je crois, sur la tombe de Dalida. Ouais, on est allé voir la tombe de Dalida. Pourquoi ? Je sais pas, parce que c'est à voir. Oui. Vous savez qu'il y a aussi la statue de Dalida à Montmartre, qui est le deuxième monument le plus visité après le Sacré-Cœur. Ah oui ? Les touristes du monde entier viennent là. Ah, ça m'étonne pas. Mais oui, on a fait ça plein de choses. Hein. Elle m'a fait voir plein de choses. Montmartre, elle habite à Montmartre à l'époque. Donc voilà, c'était magique. Du coup, elle me faisait voir le Paris que je connaissais pas. Alors, donc, Danse avec les stars va commencer. Il vous faut une partenaire. Vous ne savez pas qui c'est au début. Non. On ne vous le dit pas. Ah, on me dit rien. C'est surprise. Et ça, on est tendu dans ces moments-là. On est tendu, plus que tendu, surtout quand c'est notre première aventure comme ça. Alors, je me souviens, j'avais les mains moites. Vraiment, je n'osais même pas parler, je bégayais. J'avais peur. Et quand Rossi de Palma arrive, vous la reconnaissez, vous la connaissiez ? Je la connaissais pas tant, mais son visage me parlait quand même. Mais quand je l'ai vue, encore aujourd'hui, je me souviens, elle a un charisme, un aura. Quand Rossi de Palma rentre dans la salle... Il y a quelque chose qui se passe, hein, énergétiquement parlant. Vous étiez dans la salle et elle Je l'attendais, j'étais assis sur le canapé, j'attendais, j'avais les mains moites. Et là, elle marchait face à moi. Elle était très sympathique, mais elle m'a tétanisé de peur. Hein. Elle a démarré grâce à Pedro Almodovar, qui l'a engagée dans un film, La Loi du désir, où elle jouait, je crois, une animatrice télé. Et elle a prêté certaines de ses robes pour ce film parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour le film. C'est vrai ? Oui. Ça m'étonne pas. Et après, elle est devenue la muse d'Almodovar. Alors, vous avez évoqué d'ailleurs la mode avec elle en parlant de Jean-Paul Gaultier. Ah ouais. C'était un copain pour elle, Jean-Paul, et du coup, elle disait que éventuellement Jean-Paul, il pouvait lui faire des tenues de cha-cha si elle voulait. Donc voilà, même ça m'impressionnait, quoi. Elle connaissait tout le monde. Et vous connaissiez personne ? Moi, je connaissais personne. Moi, j'étais un petit poussin. Alors, il se trouve aussi que lorsque c'est la première édition et peut-être la dernière de Danse avec les stars, il faut se mettre dans le rythme du travail. Ouais. Ça, c'est une méthode que vous avez mis au point tout de suite ou il a fallu attendre un peu ? Il a fallu 3 ans. Je pense qu'il y a eu, à partir de ma saison avec Amel Ben, j'ai compris comment il fallait que je fonctionne, en tout cas. Jusque-là, Rossi de Palma, c'est elle qui menait la danse. Oui.
Et il fallait que je la lead, il fallait que je la drive. Et j'ai pas réussi à le faire. En fait, je me marrais énormément avec elle. C'était des fous rires. Mais à un moment donné, il fallait que je prenne mon rôle de professionnel, en tout cas plus à cœur. Et celle qui m'a permis de le faire, c'est Amel Bent, après plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le regret, un petit cas, de ne pas avoir reçu des palmas aujourd'hui avec plus de bouteilles. mais en même temps, il se trouve que elle vous a beaucoup apporté, sauf qu'il y a eu un problème, elle a été éliminée. Ouais. Et ça, c'est un moment... Parce qu'elle n'aurait pas dû être éliminée. Bah, elle s'est arrêtée en plein direct, quand même. Et pourquoi ? Bah parce que pour elle, c'était comme le théâtre, je sais pas. Il y a eu un petit couac, alors du coup, elle a voulu recommencer. Ça, c'est un moment que j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, oh là là, franchement, j'ai vécu mon pire cauchemar. Vous avez compris que c'était fini ? Oui. Tout de suite. Ah oui, c'est terminé. Mais les gens l'ont pas découvert, en fait. C'est pour ça que je regrette un petit peu. Maintenant, quelle belle personne. Moi, je raconte dans le livre un souvenir où elle me prend après le prime, derrière le rideau. Elle attend qu'il n'y a plus de caméra et qu'il n'y a plus personne. Elle me regarde droit dans les yeux et me dit: mon Christophe, mon plus beau cadeau, c'est de t'avoir rencontré. Et je t'aime, mon Christophe. Et il n'y a qu'une larme qui coule sur une seule joue comme ça. C'est un moment qui reste gravé dans ma mémoire, quoi. Quelle belle personne. Un autre moment qui reste gravé dans votre mémoire, Christophe Licata, on va l'évoquer dans quelques instants à travers la date du 5 février 2017. Ah là là, celle-là. Ah oui, à tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Licata. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christophe Licata, à l'occasion de la sortie de ce livre Révélation chez Le Duc, 13 saisons de Danse avec les stars qu'on évoque. On a évoqué la première, il y en a eu beaucoup d'autres, mais il y a eu un événement très important, le 5 février 2017. Je crois que vous êtes devenu l'heureux papa d'un petit garçon. Ouais. Cette date-là, elle m'a changé la vie. C'est vrai ? Ah ouais, il s'est passé un truc quand même exceptionnel. J'avais l'impression que ma vie basculait d'un coup. À cette heure-là, je me souviens encore, la sage-femme dire: allez, poussez encore une dernière fois, il est là. Et j'étais plus près du tout, alors que j'attendais ça comme personne. Et finalement, non, il y a un truc qui s'est passé. J'avais l'impression que tout était au ralenti. C'est fou. Cette sensation, elle est folle d'avoir un enfant. Mais vous en rêviez depuis longtemps d'un enfant ? Ouais. Ouais, c'est moi qui ai tanné ma femme pour en avoir un. Elle est danseuse, donc elle avait plus de mal que moi à se décider. Mais ouais, je pense que j'ai toujours voulu un enfant, même jeune, hein, je voulais un bébé. Alors, il se trouve que Coralie, votre femme, vous l'a appris de façon étonnante qu'elle était enceinte. Ouais, parce que finalement, c'était un petit peu tangent entre nous à l'époque, puisque justement, on avait ce deal-là de dire: moi, je veux un enfant. Elle n'était pas encore prête. Et j'avais du mal à croire, en tout cas, qu'elle a envie d'en avoir un. Je pensais qu'elle avait besoin de plus de temps. Et je fais l'émission Fort Boyard. Et je rentre de l'émission un peu fatigué parce que c'est une émission qui est éprouvante. Et là, elle me tend un test de grossesse et où il n'y avait rien d'écrit, en fait, parce que le truc était parti. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Je pense qu'elle me dit: ok, je suis prête à être enceinte, donc je ne comprenais pas. Elle me dit: mais je suis enceinte. Je dis: mais je ne comprends pas, en fait, attends. Vraiment, elle me dit: oui, j'ai fait les tests, j'ai fait la prise de sang, tout ça, je suis enceinte. Et moi, attends, je vais m'asseoir, tu vas m'expliquer tout depuis le début. Mais j'avais du mal à le croire, j'avais du mal à réaliser. Alors, il a fallu choisir le prénom de l'enfant. Ouais. Et là, c'est aussi une discussion familiale. Ouais, c'est grâce à ma grand-mère qu'on a trouvé ce prénom-là. En fait, à la base, j'ai mon cousin qui a appelé sa fille Livy, c'est un prénom que j'adore. Ma mère voulait m'appeler Silvio et on avait mélangé les deux prénoms, donc ça faisait Livio. Et j'ai posé la question à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle m'a dit avec son accent italien, Livio, comme ça. Et j'ai dit: c'est ça. Alors, Livio, c'est un prénom d'origine latine qui signifie olive. Et on trouve aussi des Liviers parmi les prénoms dérivés de Livio. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'était la naissance, mais il y a eu le mariage. Et le mariage, vous avez failli le rater, Christophe Licata. La veille, j'ai un peu trop fait la fête avec les copains. Je suis resté enfermé dans la salle de bain, j'avoue. Mais mon père m'a délivré avec un tournevis. Il a dévissé la poignée. Et finalement, j'ai réussi à me rendre à l'heure à l'hôtel. Ça aurait pu mal se terminer. Ah ouais. Alors, il se trouve aussi que vous avez parlé de C'est mon choix. Et votre première télévision avec Coralie, ça a été C'est mon choix, justement, avec Evelyne Thomas. Oui, c'était ma première rencontre avec Coralie. C'était C'est mon choix avec Evelyne Thomas. Et ça aussi, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein.
C'était un moment fort aussi. Ouais, parce que je faisais ça avec ma sœur et je vous dis vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour cette fille, juste sur un regard. Je me souviens encore, elle dansait pas avec moi, donc aujourd'hui j'en suis jaloux, mais elle regardait son partenaire comme ça, juste elle a levé les yeux comme ça. Et là j'ai bloqué, autant j'avais bloqué que Chantal Goya, je remettais la cassette en arrière, j'ai fait la même chose avec Coralie. Voilà, et ça s'est aussi bien terminé, c'est un conte de fées comme Chantal Goya. Alors, vous n'étiez pas au départ certain de rempiler pour une seconde saison, Christophe Licata? Pour la Danse avec les cette stars. année? Non, au départ, première saison. Ah oui, on pensait que ça allait durer qu'un an et que finalement après on allait tous retrouver notre vie. Ils vous ont appelé pour une deuxième saison. Ouais. Ça a été une surprise aussi. Ça a été une surprise parce qu'on pensait pas. On pensait pas que ça allait ranquiller. Après, je vous dis, même là, la deuxième saison, tous les ans, en fait, on se disait, oui, bon, c'est sûrement la dernière. Mais en même temps, vous vous rendiez compte dans la rue que c'était très populaire? Pas tant encore là, pas tant la deuxième. Nous, c'est pas comme une Miss France. On n'a pas été reconnus tout de suite dans la rue. Une Miss France, du jour au lendemain, tout le monde sait qui elle est. Oui. Nous, moi, je vous dis, c'est à partir de la saison 3 où là, les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Jusque-là, j'avais un peu une vie normale. Voilà. Alors, à chaque fois, bien sûr, tout au long des 13 saisons, ce sont des partenaires différentes et il y a toujours une adaptation à chaque danseuse. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, pareil, je vous dis, c'est à partir de la saison 3 où vraiment j'ai fait un travail avec ça. Il y a une adaptation par rapport au métier de la célébrité avec qui on est, par rapport à son âge, par rapport à sa morphologie. Moi, avant de danser avec une candidate, je l'analyse, on dirait un serial killer. Hein. Vraiment, j'ai honte de le dire, mais vraiment, je regarde tous ses interviews, je regarde toutes les vidéos que je peux trouver. J'essaie, en tout cas, d'apprendre, de connaître la personne, avant même de la rencontrer, parce que moi, j'aime bien faire du sur-mesure. J'aime bien créer des chorégraphies, un petit peu comme un couturier qui va créer une robe de haute couture. Moi, j'aime bien faire du sur-mesure, donc j'ai besoin de ça avant. Oui, et effectivement, il faut aussi qu'il y ait une complicité totale entre vous et la danseuse. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je crois, parfois, vous avez découvert votre partenaire les yeux bandés. Ça, c'est Priscilla Betty. Ça, je m'en rappelle. Hein. Donc, ouais, c'était la première année où, en tout cas, finalement, on ne faisait pas la surprise à la partenaire. C'était la partenaire qui me faisait une surprise. Et j'avais ses yeux bandés et j'étais dans la voiture, les mains moites, comme toujours. Et là, on me prend les mains et je sens une connexion directe, sans même voir la personne. Je sens que ça va matcher. Et du coup, ça a matché du feu de Dieu, puisque c'était Priscilla Betty. Elle venait du Sud comme moi. J'avais l'impression d'avoir une Ferrari dans les mains et c'était génial. Oui, elle avait débuté à 11 ans avec des premières chansons sous le nom de Priscilla. Et en 2001, elle s'est rendue à New York. Elle a rencontré Britney Spears, qui était son idole, qui lui a remis un disque d'or pour son single Quand je serai jeune. Ça, c'est ça. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, il y a aussi le fait que vous avez, vous aussi, évolué. Et je crois que Chris Marquez y a été pour beaucoup, Christophe Licata. Chris Marquez, il a toujours été un mentor un petit peu pour moi dès la première saison. On arrivait dans un monde qu'on connaissait pas. La télé, c'est différent de la scène, c'est différent de la compétition. Il y a les caméras, il y a les interviews, toutes ces choses-là qu'on maîtrise pas. Et moi, je me posais beaucoup de questions, en tout cas pour être le mieux possible. Je suis quand même perfectionniste dans mon travail. J'aime bien faire les choses bien. Et j'avais besoin de savoir où je devais aller. J'avais besoin d'être guidé. Et lui, il a fait ça comme personne. C'est-à-dire que vraiment, il m'a conseillé. Quand j'avais des coups de mou, il a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, maintenant, au-delà d'être un mentor pour moi, il est un ami très très proche. Mais c'est lui qui vous a conseillé d'être naturel aussi. Ouais. Je me posais la question parce qu'on me disait, oui, faut que tu trouves ton perso, faut que tu trouves ton identité. Et c'est lui qui me disait, en fait, Christophe, juste sois toi-même. Sois toi-même et les gens, ils t'aimeront, en fait. Si tu cherches à ce que les gens t'aiment, en fait, les gens, ils vont le ressentir. Le public, on le trompe pas. Et vous parliez aussi d'Amel Bent, Christophe Licata, et je crois qu'elle vous a apporté une folie que vous n'imaginiez pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a fait sortir de ma zone de confort. Jusque-là, avant Amel Bent, j'étais, en tout cas, très, on va dire, scolaire. Je faisais des chorégraphies presque de compétition. Et avec elle, j'ai découvert le sens du show, en fait. Le spectacle, être un peu plus innovant, mettre un peu plus de folie dans mes chorégraphies, faire des breaks comme Beyoncé, faire rêver les gens, finalement. Et finalement, elle aussi s'est découverte naturellement. Quand elle a sorti son premier album, elle a dit à sa meilleure amie, je comprends pas ce qui m'arrive. Et son ami lui a dit, imagine que ça sonne à la porte, et quand tu ouvres la porte, il y a une queue de 200 000 personnes, c'est ça le succès. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ouais. Alors, il y a aussi les moments tendus, parce qu'il y a toujours des engueulades en coulisses qu'on ne voit pas à l'écran. Oui, mais c'est ce qui fait les vraies personnes, en tout cas. Pour moi,
quand on apprend à connaître une personne, on ne sait pas en fait jusqu'où on peut aller. Et avec, par exemple, je sais qu'Amel Bent, je pense que c'est d'elle que vous parlez, on a un peu le même caractère. On a carrément même le même caractère, on est très similaires finalement. Et deux volcans ensemble, des fois ça fait des éruptions, mais on a une alchimie ensemble qui est quand même assez exceptionnelle. Et je pense que c'était une manière pour nous d'apprendre qui on était. Finalement, voilà, c'est ça. Pour moi, on apprend à connaître des personnes quand on montre son vrai visage quelque part. Et Amel Bent aurait mérité de gagner, Christophe Licata? Ouais, pour moi, oui. Et la seconde, parce que le classement, il y a des tas de choses qui interviennent dans le classement. Ouais, maintenant je me fais plus... Je pense plus à ça, mais c'est vrai que moi je suis danseur professionnel et quand je vois un parcours comme elle a eu, quand toutes les semaines elle excelle en fait, je me dis oui, elle le méritait, mais comme Emmanuel Moir le méritait aussi, il a touché le public et voilà, maintenant j'ai une autre vision, mais c'est vrai que ouais, pour moi elle méritait et puis je pense que les gens s'en souviennent encore de son passage dans Danser avec les stars, donc quelque part elle a gagné. Alors il y a les moments plus difficiles, il faut remonter le moral à celles qui ne l'ont pas. Ça a été le cas d'Ophélie Winter, ça a été très dur pour vous, Christophe Licata. Ça a été surtout très dur pour elle. Et du coup, ça fait mal au cœur, en fait, de voir quelqu'un qui a du mal comme ça, qui souffre. Ouais, ça a été difficile. Du coup, moi, j'ai voulu être un pilier pour elle, une épaule sur laquelle elle pouvait se reposer, mais je m'attendais pas à ça d'elle, parce que j'avais pas cette vision-là de Ophélie. Et finalement, quelle personne tellement sensible, en fait. Et j'ai découvert une femme exceptionnelle, mais ouais, c'était difficile pour elle. Elle a souffert pour aller le plus loin possible. Ouais, pour aller le plus loin possible, mais finalement, il y a eu du bon dans tout ça. C'est finalement dans la souffrance aussi qu'on en tire du positif. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle passe par ces états un peu difficiles pour pouvoir se relever. Et finalement, elle a montré quand même des choses super. Puis il y avait un problème aussi, ce sont les danseuses plus grandes que vous. Moi j'ai un problème avec les danseuses plus grandes que moi, parce que j'ai du mal à les guider. Moi j'aime bien être protecteur, et c'est vrai quand une personne est plus petite que soi, c'est plus facile de se sentir en tout cas solide. Ça a été le cas de Tatiana Silvana. Tatiana Silva au début elle m'a impressionné, ouais, j'avoue, elle était plus grande que moi, mais finalement... Aujourd'hui, même de ça, je suis guéri. J'aime beaucoup même les grandes, finalement, parce que c'est une belle grande plante et finalement, j'ai réussi, en tout cas, elle a réussi à se reposer sur mes épaules. C'est ça que j'avais peur. J'ai l'impression que les femmes plus grandes que moi, elles n'ont pas besoin de mon soutien. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plus difficile, en tout cas, à les faire sentir... En confiance. En confiance. Elle sait qu'elle a été Miss Belgique, mais elle a aussi travaillé au cabinet du ministre de la Coopération en Belgique. Elle a travaillé dans le prêt-à-porter et elle a représenté le pays au concours Miss Univers 2006, dont l'organisateur était un certain Donald Trump. Ah ouais. Oui. Donc elle l'a connu à ce moment-là, elle a été présentée à lui. Et puis il y a aussi quelqu'un qui dansait très bien, et ça a été aussi un moment très compliqué. C'est vrai que Claude François était un danseur exceptionnel. Même quand on voit danser dans les années 60, il laisse rien passer. Ouais. Et les Claudettes, quand il travaillait avec elle, je me souviens très bien, c'était rigueur. Ouais. Mais c'était quand même difficile pour vous. J'ai eu cette chanson, les Magnolia, sur la finale avec Tatiana, justement. Oui. Et sur le coup, j'étais pas content d'avoir cette chanson parce que... autour de moi, il y avait quand même des musiques qui étaient ultra modernes et je me sentais... j'avais l'impression que, que c'était du sabotage. Mais finalement, en fait, souvent quand j'ai eu cette sensation-là, où les musiques me plaisaient moins, en fait, ça a fait des tableaux d'anthologie dans l'émission. Oui, et en plus, Magnolia Forever, dans les discothèques l'été, les jeunes générations la dansent aujourd'hui. Oui. C'est fou, hein. Puis, il faut passer quand même derrière Claude François, quand même. Ah oui, ça je vous confirme. Ça fait la pression, hein. Oh là. Et puis lui mettait la pression. Je suis sûr qu'il aurait été là aujourd'hui, il aurait participé à Danser avec les stars. J'aurais adoré le voir. Ça aurait été formidable. Mais le choix des chansons, vous ne l'avez pas d'ailleurs. Non, on décide ni de la chanson ni de la danse qu'on doit faire. On nous envoie une chanson, on nous dit la danse qu'ils veulent et après on doit créer la chorégraphie. Et quelquefois en 3 jours, comme Dirty Dancing. Ah ouais, Dirty Dancing ça a été 3 jours parce que finalement ils ont changé d'idée. Au début on devait avoir Saturday Night Fever je crois et finalement ils ont changé, on a eu Dirty Dancing donc 3 jours pour faire le porté,
3 jours. Comment on fait? On dort pas dans ces cas-là? On dort pas et j'ai eu la chance d'être avec Priscilla Betty, donc je vous dis, c'était une Ferrari. Donc heureusement que j'étais avec elle. D'autres souvenirs, on va les évoquer, ils sont dans ce livre, à travers la date de la sortie de ce livre, le 13 janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Licata. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christophe Licata. Donc on a évoqué votre parcours de la saison 1 à la saison 13 de Danse avec les stars. Et tout ça figure dans ce livre paru le 13 janvier 2025, Révélation, 13 saisons et après, chez Le Duc. Révélation avec un S entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs, parce que je fais des révélations, parce que j'ai eu des révélations en tant que personne. Voilà, j'aime bien ce titre qui a plusieurs significations, je trouve. Un livre en 13 chapitres pour 13 saisons qui est paru le 13. Ouais, il y a un truc avec le 13. Hein. Oui, c'est curieux. Je viens du 13 aussi. Donc exactement. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui? À la base, c'était pour un petit peu prendre les gens un petit peu par la main, leur montrer l'envers du décor, comment moi j'avais pu vivre cette aventure. Les gens ils voient qu'une face visible de l'iceberg. Moi, j'avais envie de les amener avec moi derrière le rideau et de leur faire vivre des moments plus intimes que j'ai pu vivre à travers cette aventure-là. En écrivant le livre, ça a été une vraie thérapie pour moi. J'ai eu des révélations, même en écrivant ce livre-là. C'est plus qu'un livre, pour moi, c'est un journal intime une part de moi que vraiment j'offre aux gens. Je suis assez pudique finalement, et le fait d'écrire le livre, ça m'a permis de sortir des choses, me libérer de certaines choses, accepter des choses. Finalement, ça a été une thérapie de faire ce livre. Oui, mais en même temps, vous êtes pris depuis 13 ans dans un tourbillon. Ouais. Donc, le fait de faire le livre vous permettait d'avoir un peu de recul. Oui, puis je me posais des questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois pas continuer? J'avais envie d'arrêter. Je vous dis, c'est en écrivant le livre, je me suis rendu compte de tellement de choses. C'est en écrivant le livre que je me suis rendu compte, j'avais la frustration d'être le pouli d'or de Danse avec les stars et d'avoir jamais remporté le trophée, mais c'est en écrivant le livre que je me suis rendu compte, oh là là, putain, j'ai gagné tellement plus cette année-là. Et cette année-là, j'ai rencontré l'amitié. Et cette année-là, j'ai appris à travailler avec différents artistes. Vraiment, j'ai découvert des choses de moi-même en écrivant ce bouquin. Alors, ce qu'on découvre aussi dans ce livre, Christophe Licata, c'est que vous menez une vie monacale pour Danse avec les stars. Oui, c'est-à-dire que vraiment, je suis sorti de... Monacal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit pas trop manger, on doit pas trop boire. Ah oui, mais ça, c'est finalement, c'est pas Danse avec les stars, c'est un sportif de haut niveau, il est de toute façon, quoi qu'il en soit, on va dire... restreint sur des choses. Voilà, on doit faire un régime, on doit faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit. Mais ça, c'est toute ma vie finalement. Hein, parce que quand je faisais de la compétition, c'était pareil. Hein. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que vous évoquez les stars sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on découvre grâce à vous les participantes telles qu'on les connaissait pas. Ouais, ben ouais. Moi, en tout cas, moi, c'est tel que je les perçois, moi, ouais. Par exemple, bon, effectivement, on a vu celle dont vous avez parlé, mais à chaque fois, il y a une révélation et on découvre derrière la star une femme courageuse et précise. Ah oui. Même, je prends l'exemple de Sylvie Tellier, que je pensais pas du tout qui était ce genre de femme-là. Je la pensais beaucoup plus froide, mais c'était une découverte. Cette femme est exceptionnelle. Oui, et une injustice, puisqu'elle a été éliminée. Ouais. Ça vous a marqué et ça l'a marqué. Ouais, ça m'a fait de la peine, en fait, parce que du coup, les gens n'ont pas eu le temps de voir, en tout cas, la personne que moi j'avais découvert. Et ça aurait été cool qu'ils la voient, en tout cas, différemment. C'est quelqu'un de super sensible, en fait, et de super aimant. Et ouais. J'aurais aimé que les gens la voient différemment. Mais je crois que son élimination par rapport à Julien Lepers, qui est resté, il faut dire qu'il danse quand même beaucoup moins bien que Sylvie Tellier. Mais il l'a avoué, même lui. Il le reconnaît en riant parce qu'il a beaucoup d'humour et de l'autodérision. Mais c'est vrai que c'est le règlement aussi qui a entraîné ça. Oui. Les gens pensaient qu'elle avait toutes ses chances, donc ils votaient pas pour elle. Ben, c'est ça. Dans cette émission, c'est là aussi que je me suis rendu compte. Et c'est pas uniquement le niveau de danse, c'est pas... il y a tout un système de télévision, en tout cas voilà, les gens, elle n'était pas en danger, donc du coup ils ne sont pas inquiétés et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un candidat chouchou que vous soutenez à la télé, que ce soit dans cette émission ou dans la Star Academy, n'hésitez pas à voter pour lui, hein, parce qu'il peut partir
C'est comme en politique, exactement le même principe. Les votes contre n'aident pas les autres à gagner. Alors, il se trouve aussi qu'il y a des moments très émouvants dans votre vie que vous évoquez. Notamment, il y a un jour, Bienvenue chez les danseurs, où vous avez dédié une danse à votre fils, Christophe Licata. Oui, alors ce moment-là, c'était quand j'étais avec Linda Hardy. C'était la première fois que ça arrivait, en tout cas, de pouvoir dédier. C'était où nous, les danseurs, on était mis en avant. Et du coup, on est allé chez moi, à La Ciotat, sur mon île verte, où mon oncle, qui m'a appris à danser, nous a amenés sur cette île verte avec son bateau. Et tout un truc, on dansait pour mon petit garçon. Et là, par contre, c'était difficile. C'était difficile parce que juste avant qu'on danse, on a un magnéto. Et moi, j'étais en pleurs avant de danser. Parce que je suis très émotif. Et de toute façon, quand on touche à ma famille ou mon enfant, c'est un peu ma kryptonite. Kryptonite. Oui, c'est votre comme Superman, c'est votre côté Superman. Voilà, c'est ce truc-là. Et là, ça m'a fait fondre, quoi. Et puis, évidemment, très difficile, notamment des accidents. Et un jour, notamment, je crois que c'est avec Laetitia Milo, ça a fini très mal. Ah, ça a fini aux urgences. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'est tombée sur le cou. Carrément. On faisait une répétition, on faisait une figure acrobatique, un petit peu de cheerleading. Et du coup, on devait l'envoyer en l'air et elle me retombait sur les cervicales. Ça m'a fait un peu le coup du lapin, quoi. Donc, blackout, envie de vomir. Enfin, voilà. Donc, du coup, on m'a amené d'urgence à l'hôpital et j'ai eu une hernie discale. Et alors, vous en avez eu une autre fois, mais à chaque fois, il faut se remettre très vite, plus vite que les autres, parce qu'il faut danser. Oui, il faut danser. En vrai, je vous dis, pour moi, c'est horrible de ne pas pouvoir le faire. Quand on danse, même des fois, quand on est sur scène, on est anesthésié, on ne sent pas la douleur. Hein. Oui. C'est après. Et là, vous avez ressenti, et même danser certains jours, aller jusqu'au bout, c'était pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais je vous dis, pour moi, c'est encore plus difficile de ne pas pouvoir le faire. Et puis il y a le stress, car le stress pendant ces 9 semaines est permanent. Oui, par contre ça, oui. Ça, c'est 3 mois, c'est intense. Et vous dites dans ce livre qu'on ressort, quoi qu'il arrive, métamorphosé. Oui. Pourquoi ? Je sais pas, parce que c'est un travail, c'est pas que de la danse, finalement, ça va au-delà, c'est même de la psychologie. Je sais pas ce qui se passe. Et là, je le dis même aux candidats qui est là en ce moment, dans la dureté, hein, parce que c'est difficile pour les candidats. Vous allez ressortir différent. On apprend sur soi. Il y a un truc qui se passe dans cette émission, c'est magique. On rentre d'une manière, on en ressort de l'autre, quoi qu'il arrive, parce que on puise, en tout cas, à l'intérieur des choses profondes, en tout cas. Et les stars qui font cette émission-là, ils sont plus maîtres. Finalement, ils dirigent plus. Ils sont obligés de se laisser complètement guider, se laisser aller. Et c'est difficile pour quelqu'un qui mène sa carrière à fond, oui. À fond comme personne et qui a besoin de personne. Là, ils sont obligés de se laisser complètement aller dans nos bras. Et il se passe du coup des choses exceptionnelles. Et ça, c'est vraiment vrai. Qu'elle fasse une saison, un prime, 2 primes, qu'elle aille jusqu'au bout, il y a un truc qui se passe. Et puis il y a une chose importante, c'est que la danse, le tango, le slow, ça a disparu. Dans les discothèques, on danse sans même se regarder. D'ailleurs, Carlos avait fait big bisous pour qu'on se regarde. Et c'est vrai que cette émission fait du bien à la danse pour les jeunes. Ouais. Ça leur donne envie de retourner à la danse originelle. Ouais. Puis moi, j'ai eu une école de danse pendant 8 ans, donc j'en suis témoin. Hein. Au départ, c'était difficile d'avoir des petits garçons dans les cours de danse. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est cool. Hein. Alors, cette école de danse, c'était un rêve aussi. Ouais. Mais finalement, ça m'a pas plu. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le travail que j'aimais faire. Je me retrouvais plus à gérer une société, gérer des emplois du temps, gérer des salles de danse. Et moi, ce que j'aime, c'est sur le terrain. C'est d'être sur le terrain, apprendre la danse, danser. Tout le côté administratif et tout ça, c'est pas pour moi. Voilà. D'ailleurs, vous avez profité de la pandémie pour la fermer. Oui, après ça n'a pas aidé, donc du coup, Alors, ça se passe aussi dans le Midi, parce qu'un jour, vous avez décidé, avec Coralie, Christophe Licata, de quitter Paris. J'ai jamais vécu à Paris. Hein. Oui, mais vous quittiez La Ciotat, Paris, pour aller vers Aix-en-Provence. Oui, en fait, c'est Draguignan. On avait aménagé sur Draguignan pour pouvoir ouvrir l'école de danse. Et du coup, un jour, j'avais besoin de me ressourcer. Et je suis allé à Aix-en-Provence. Et là, révélation, j'ai envie de vous dire. C'est un lieu que j'adore. Oui, et donc vous êtes installé là-bas en disant on vivra heureux et tranquille, et même pour le petit. Oui.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de possibilités pour les études. Et je me suis dit, si j'ai un enfant, je veux dire, c'est un endroit rêvé, quoi. Alors, Danse avec les stars, ça touche les jeunes, mais aussi les anciens. Parce que les anciens retrouvent le passo doble ou d'autres danses. Oui. Vous le sentez dans le public, on vous en parle dans la rue? Ah bah oui, moi j'ai beaucoup de personnes âgées même qui me disent, moi j'adorais faire ça, moi dans les bals musettes, les gens qui dansaient le passo doble, le tango. Voilà, moi j'adore. Enfin, j'adore. Et du coup, ça crée justement, il y a plus cette notion de personnes âgées ou de personnes plus jeunes. Finalement, tout le monde peut danser avec tout le monde et je trouve ça génial, quoi. Alors, il y a une danse d'ailleurs qui est partout et que personne n'imaginait qu'elle irait aussi loin, c'est le Madison. Ouais. Le Madison, Billy Bridge l'a créé en 1963. Il a fait ça pour un disque. On ne pensait pas que ça durerait. Comment on explique qu'une danse puisse durer? Je sais pas du tout. Ça, c'est un petit peu comme les gens qui font des singles et que c'est des cartons. Hein. C'est comme Born to Be Alive. Hein. Je sais pas, des fois, il y a des choses magiques comme ça qui se passent. Le Madison, peut-être qu'un jour, j'inventerai un nouveau Madison et ça, j'adorerais inventer une danse qui reste comme ça à vie. Alors, il y a eu donc Danse avec les stars et puis il y a eu cette autre émission dont vous avez parlé. Ah là là. Vous en parlez aussi dans ce livre, Christophe Licata, Fort Boyard, où vous avez retrouvé Priscilla d'ailleurs. Ouais. On s'est retrouvés pour d'autres aventures, pour le coup, j'ai envie de dire. Ouais, c'était dur quand même. Ah, c'est très dur. C'est-à-dire que pour vous qui êtes un sportif, moi, tout ce qui est bébête, ça me fait peur. Vraiment, j'ai du mal. Pour le coup, alors là, j'ai plus aucun courage. Ouais. Ah ouais, les scaphandriers de mouches, les scorpions, les petits vers blancs. Là, rien que de vous dire, ça me fait des frissons. Mais vous avez été obligé de le faire. Ouais, j'étais obligé, mais ça m'a marqué. Hein. Il y avait aussi Roselyne Bachelot qui était là. Oui. Ça c'est aussi c'est rigolo, ça. Ah, mais ça en est super bien sorti, hein, Roselyne. C'est fou, hein. Ouais. Alors, vous évoluez sans cesse et vous le dites dans ce livre, Christophe Licata, grâce à Marie-Claude Pietragala, vous avez appris la danse contemporaine, ce que vous n'imaginiez pas au départ. Non, moi je viens de la danse de sportive, donc je vous dis, tout est très cadré, c'est un petit peu comme le classique, hein, le moindre position est dirigée, et là on arrive dans cette salle de danse, Marie-Claude nous met de la musique, elle nous dit danser. Et là, je sais pas le faire. Voilà. Je sais pas le faire. Du coup, elle m'a apporté, justement, je suis pas un danseur de danse contemporaine, hein, loin de là, mais elle m'a ouvert, un peu comme Amel Bent, quelque part, elle m'a ouvert, elle m'a fait sortir de ma zone de confort, elle m'a ouvert les œillères que je pouvais avoir sur la danse, et elle m'a fait imaginer des choses, et puis elle m'a fait ressentir des sensations que je pensais même que je ne soupçonnais pas pouvoir ressentir. Vous continuez de danser avec les stars, mais vous pensez à la relève, et vous êtes quelquefois surpris par les jeunes qui sont quelquefois très sûrs d'eux-mêmes. Oui, comme je l'ai été. Hein. Oui. Finalement, quand on est jeune, on est sûr de soi, et après, on se rend compte que quelque part, la maturité, des fois, c'est important, surtout dans ce genre d'émission-là. Maintenant, on est presque des conseillers pour les nouveaux, et c'est super. Alors, il y a quand même des gens qui ont disparu de l'émission, mais vous en gardez un bon souvenir, comme Karine Ferry, qui avait dansé avec vous. Ah ouais. Ah oui, Karine, tous, en vrai, je vous dis, on dit que Danse avec les stars, c'est une famille, mais c'est vrai. Hein. Mais Karine Ferry, elle m'a fait marrer. On s'est beaucoup marré. Elle vous parlait d'Antonio Banderas. Ouais, elle me disait que j'étais Antonio Banderas, elle que c'est Catherine Zeta-Jones, parce qu'on dansait un passo doble ensemble. Alors, du coup, ça l'a aidé. Et ils se sont rencontrés tous les deux. En fait, Catherine Zeta-Jones a fait une audition, car elle a été repérée par Spielberg. Et on a essayé différents partenaires avec elle, un Mexicain. Et quand Antonio Banderas est venu, ça a se matché tout de suite. Et c'est devenu le masque de Zorro et la légende de Zorro. Quel film, hein. C'est fou. Alors maintenant, l'avenir. Si j'ai un rêve maintenant, là j'ai écrit ce livre, c'est déjà un rêve qui est réalité, du coup j'avais même encore du mal à le croire. Maintenant, le prochain rêve que j'ai, ce serait peut-être éventuellement de faire un spectacle à mon nom, un petit peu comme Chantal Goya, où je mélangerais la magie et la danse, c'est deux arts qui, je pense, peuvent bien se mêler. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Je me dis que ça serait peut-être un créneau à prendre. Je le dis dans les interviews, comme ça personne ne peut me piquer l'idée. Exactement. Vos parents doivent être fiers de vous. Ouais, et surtout, je vous dis, ils me voient à la télé, mais quand ils ont eu le livre dans les mains, j'ai ressenti une vraie fierté en tout cas. Et rien que de vous dire, je suis méga touché parce que, je sais pas, écrire un livre, c'est encore autre chose. Et là, j'ai cette photo de mes parents avec mon bouquin dans les mains et c'est fort. Ce qui est fort, en tout cas, c'est ce livre et ses confidences dans Révélation, 13 saisons et après, ça on verra plus tard, chez Le Duc. Bravo de l'avoir écrit, Christophe Licata, et continuez ainsi à entrer dans la danse. Merci beaucoup. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.